Chers amis développeuses, chers amis développeurs, chers amis clients, chers amis étudiantes et étudiants, bonjour! Cette nouvelle vidéo présente le retour d'expérience de Kevin sur le thème de la résilience et l'agroécologie. Kevin est data scientist pour un cabinet d'études en agriculture. Il a un parcours riche, il est docteur en agronomie, qu'il a complété par une formation en développement logiciel pour devenir data scientist. Dans cette vidéo, Kevin va nous présenter son installation de production alimentaire, ses projets, et sa vision sur les connexions entre le monde du développement logiciel et celui de l'agriculture. Avant de commencer cette interview, je rappelle, The Remote Tribe est une communauté de développeurs logiciels intéressés par les thèmes de l'agroécologie et de la résilience. L'idée est de relier les devs les uns aux autres pour partager des connaissances, pour s'améliorer sur des pratiques liées à la résilience, pour faire émerger de nouvelles idées, pour créer un monde meilleur. Bon visionnage à toutes et à tous, ça commence maintenant. Bonjour Kevin. Bonjour Gwenaël. Merci pour l'invitation à venir voir ta serre et ton lieu. Merci de l'opportunité d'en discuter, c'est sympa. Et peux-tu nous présenter ce que tu fais? L'idée de la chaîne, c'est de pouvoir présenter en fait le mix, être développeur et être dans une réflexion sur tout ce qui est résilience. En plus, toi, tu as un parcours qui est pour moi super intéressant parce que tu as un parcours lié à l'agro et ensuite lié au dev. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est typiquement l'axe vers lequel je souhaite aller. Et ce qui est intéressant, c'est nous rentrons dans une ère où, en tout cas, on parle d'économie d'énergie, on parle le terme de résilience qui commence à sortir, même d'en haut. Voilà, qu'est-ce que tu pourras nous présenter de ton point de vue, ta vision, pourquoi tu fais tout ça, un peu plus que la partie juste alimentaire. Oui, tout à fait. Je te propose de commencer un peu juste rapidement par le parcours, histoire de poser un peu le parcours que tu as présenté, puis après on va essayer d'orienter autour. Pour le parcours, j'ai commencé par une licence écologie-biologie des organismes, donc très axée écologie, au sens scientifique du terme, pas politique. Et puis après, en allant de cours en cours, en essayant de me spécialiser sur la science du sol, donc vraiment la partie molle, donc la partie qui est utilisable par les agriculteurs, je suis allé faire ma dernière année donc à l'Agro ParisTech. Donc là qui est vraiment spécialisé dans la partie agriculture, agronomie. Et suite à ça, j'ai fait une thèse. Et là, clairement dans l'agriculture, parce que c'est une thèse où je me suis intéressé à la partie des liens entre le sol, le compartiment sol, comment il pouvait être modifié par les pratiques agricoles. C'est un sujet qui est assez vastement documenté dans la littérature scientifique. Et sauf que moi, ce que j'ai rajouté, c'est comment du coup cette relation-là influencer ce qu'on appelle l'émission de composés organiques volatiles. Donc c'est un gros mot, mais qu'est-ce qu'on parle quand on parle de composés organiques volatiles? On parle d'éthanol, on parle de méthane, on parle de formol aussi, ce genre de choses. Donc, voilà. Donc j'ai fait ma thèse là-dessus, j'ai trouvé des relations assez intéressantes, sauf que finalement, malgré le fait que j'ai eu la chance au cours de ma thèse de trouver des résultats, ce qui n'est pas le cas de toutes les thèses, je me suis quand même dit, bon, il va falloir au moins une dizaine d'années, voire plus, pour que ces résultats concrètement ils servent à quelque chose dans la vie de tous les jours, pour avoir un impact, si tu veux, sur la vie de tout le monde. Alors j'ai pas pour ambition d'avoir un impact sur tout le monde, mais en tout cas construit quelque chose en tout cas. Et c'est pour ça que je me suis un peu orienté vers le développement, ou tout du moins plutôt vers la data science, donc l'analyse de données en français, scientifique des données, parce que du coup je trouvais que c'était plus concret, ça ressemble un peu plus à la R&D appliquée là-dessus. Donc voilà, j'ai fait quelques sociétés dans lesquelles j'ai pu travailler, et même maintenant j'en suis dans une société où je lis très clairement l'agriculture. Je suis responsable de différents sujets de développement qui sont en lien avec le numérique et l'agriculture. L'agriculture un type d'agriculture donnée, ou bien c'est comme on est en Bretagne, l'aspect conventionnel? C'est plutôt orienté sur la production céréalière, okay. Mais ça a pour vocation de se diversifier. Donc voilà. Okay.
Voilà du coup pour un peu le CV, on va dire ça comme ça. Pour ce qui est ici chez moi, donc ça fait très longtemps que je fais du jardin. Même quand je faisais mes études à Rouen, étant donné que je faisais plutôt de l'écologie, je me disais que je trouvais ça intéressant d'avoir le procédé de voir une plante grandir en fait. Et sauf que à Rouen j'étais étudiant, j'avais pas grand en studio et du coup voilà, j'avais même pas de balcon en fait, je posais des jardinières sur les toits qui étaient à l'ouverture de ma fenêtre, voilà. J'avais trois jardinières, je devais produire 1 kg de carottes à l'année, ce qui était déjà pas mal, et deux salades. Voilà, j'étais content, ça faisait voilà, mais au moins je voyais vraiment la plante grandir et je trouvais ça intéressant. Et puis au fur et à mesure, on a grandi, on a eu d'autres maisons, on a pas mal déménagé pour le cours de mes études, et on est arrivé un peu en Bretagne, et en Bretagne on avait choisi de ne pas louer dans Rennes même, mais à l'extérieur. Moi je te raconte un peu tous les détails, et il s'avère qu'on a eu un premier jardin. Voilà. Et là c'était vraiment un gros jardin dans lequel j'ai vraiment fait ça. Et sauf que le jardin, quand j'étais ma 3e année de thèse, t'oublies, parce que 3e année de thèse, t'as plus de temps. Et ça m'avait un peu fendu le cœur, c'est peut-être un peu fort, mais ça m'avait vraiment fait suer, si tu veux, d'avoir passé autant de temps à travailler le jardin, il devait faire 25 mètres, 30 mètres carrés, pour que, en même pas une année, t'es quasiment plus rien. En plus, dans mon cas, ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais je travaille avec très peu de désherbage, je laisse beaucoup de choses au sol. Autant dire qu'une fois que j'arrête de cultiver, ça revient très très vite. La preuve, il y a déjà du chien dent et compagnie qui est présent là. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit, ce serait quand même intéressant d'avoir un système qui me permette de cultiver, d'avoir quand même mon taf à côté, parce que accessoirement, c'est quand même ce qui me donne à bouffer. Et tout en pouvant garder, quand j'ai des coups de bourre, de pas me dire revenir et de dire mince, j'ai plus de jardin, quoi. Et je recommence de zéro. Donc c'est un peu avec cette philosophie que je suis arrivé dans cette dernier emplacement où pour l'instant je vis encore. Et donc j'ai fait un premier jardin avec une partie donc là où est la caméra, donc qui est devant nous là, qui est une partie plus jardin, je dirais traditionnel, qui est quand même traditionnel orienté permaculture dans le sens où il y a beaucoup de, ça c'est des anciennes restes de buts de permaculture que j'ai faites. Il y a un dôme, donc je fais quand même de la stratification au niveau de la poussée, mais c'est plus traditionnel à l'esprit. Et tu fais de l'association aussi? Alors je fais beaucoup d'associations, là à droite là ce que tu peux voir c'est un reste de poireaux et carottes, et j'ai même laissé si tu veux les plants de tomates qui viennent de l'année dernière. En fait dans cette partie là j'ai un concept de tomates un peu, j'ai pas encore jamais retrouvé ça chez d'autres jardiniers. Je doute pas que d'autres le fassent, mais en tout cas je l'ai pas encore vu. Et je laisse toujours des tomates, tu peux voir là il y en a quelques-unes encore au sol, et du coup elles me redonnent des tomates l'année d'après. Et du coup sur cette partie là je ne replante jamais de pieds de tomates, contrairement à ce que je fais dans la serre. Et c'est toujours un peu de qui arrivait à survivre et à replanter, donc c'est un peu de la tomate un peu sauvage. Enfin sauvage, ça reste, tu reconnais très bien les variétés, hein, quand tu t'y connais, c'est pas un souci là-dessus. Je pense pas que qu'on soit sur des temps assez longs pour parler de sélection de tomates. Hein. Mais donc voilà, j'avais ça. Là j'avais, tu vois, sur une partie j'avais du haricot grimpant, et avec, là j'ai du tétragone qui est un équivalent d'épinard, mais qui pousse en été. Voilà, parce que l'épinard généralement aime pas trop la chaleur, il monte vite en graines. J'ai quand même 30 mètres carrés de ce côté-là. Là à gauche ça se voit pas trop, mais j'ai des artichauts qui sont là. T'as un kiwi aussi? J'ai alors c'est un non ça là tu parles de la plante là. C'est un pêchier et derrière c'est un noisetier. Mais par contre tu fais la bonne transition, parce que le kiwi fait partie des plantes que je vais sûrement rajouter dans le jardin. Et derrière toi il y a un mûrier. Et puis celle-ci. Et puis j'ai même récolté la chayotte, donc qui est un peu la. Désolé, on part un peu dans tous les sens, hein, mais là c'est la chayotte, donc qui est un peu le succès de l'extérieur cette année. Qui est une plante qui m'a pris, donc qui est montée sur le dôme et qui va me produire, je pense, une 50aine de fruits, peut-être un peu plus. Et
tu disais c'est une plante qui vient de la Réunion. C'est Réunion Martinique, je ne sais plus exactement. Donc c'est une plante qui aime normalement une température chaude. Oui, mais surtout qui craint le froid en fait. C'est surtout ça la grosse différence. Donc en Bretagne on peut en faire, ça marche très très bien la preuve. Hein. Ouais. Et c'est une plante vivace qui va vivre 10-15 ans si j'ai bien compris. Ce qu'il faut faire c'est arriver à l'hiver là comme là, c'est bien la pailler. Et moi je vais rajouter une couche de tonte de pelouse dessus, ce qui va permettre de garder un peu la chaleur et éviter que le pied gèle. Et passer les premières chaleurs de l'année prochaine, elle va repartir. Et ça pousse, c'est une liane, ça pousse extrêmement vite. Et ça se mange comment? Tu peux le faire un peu comme tu veux. Moi généralement je la coupe en deux, je la cuis les deux parties à l'eau. Après tu as un petit noyau qui se mange aussi que tu peux évider, peux les faire farcis, tu peux les faire, je les ai fait déjà en soupe, j'en ai fait en tarte. Donc ça c'est pour cette partie là de jardin. Oui. Voilà. Et globalement, ce qu'il faut voir là, c'est en ce moment je commence à manger ce qui est produit par ce jardin là, mais sinon c'est la serre qui me nourrit sur la partie printemps, été. Et en gros, ce qui est produit dans cette partie-là de jardin-là est plutôt mis en conserve ou au congélateur et va du coup me nourrir plutôt sur la période automne-hiver. C'est pas qu'elle va pas me nourrir en hiver, c'est plus que ça va plus être des choses, là on voit, il y a un peu de blettes, ça va être surtout des légumes feuilles, il va y avoir quelques choux-fleurs et choux qui vont être produits. Il y a quelques betteraves aussi, mais pour garder un espèce de complément et traverser au niveau alimentaire, être assez complément, c'est comme ça que je vais fonctionner. Peux-tu nous présenter cette serre, la fameuse serre MyFood? Oui, donc du coup c'est une serre qui est vendue par la société MyFood, qui est une serre qui mixe, et c'est d'ailleurs pour ça que je trouvais intéressant, qui mixe les avantages, je dirais, du sol, avec des bacs de permaculture où c'est du terreau et différents procédés qui sont mis dedans, et l'aquaponie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'aquaponie, c'est le principe qui est assez vieux si je ne me trompe pas. Je vais peut-être dire une bêtise, il me faudra vérifier, mais il me semble que ça vient des Mayas plus ou moins, des Aztèques, tu vois. En tout cas c'est quelque chose qui est assez vieux et qui a l'avantage de produire sur des surfaces très réduites une quantité assez importante de nourriture. Et là dans ce cas-là c'est mixé avec des poissons. Donc en fait les poissons sont dans un bac d'eau classique, sont nourris classiquement comme des poissons, et j'ai même vu certaines personnes qui faisaient leur nourriture à propos des déchets qui récoltaient des plantes. Ils remettaient directement la nourriture dans les bacs à poissons et les poissons ne se nourrissaient que de ça. Donc ce sont des poissons qui se nourrissent de végétaux. Si tu fais dans ce cas-là, oui, tout à fait. Ouais. Et pour continuer la boucle, donc les poissons vont forcément vivre, avoir des déjections, ce genre de choses. Dans l'eau, tu as des communautés, des nitrobactères et autres qui vont transformer l'azote des déjections en azote minéral, qui est assimilable par les plantes. Et du coup, les plantes vont grandir comme ça. Et les plantes vont du coup produire la nourriture pour nous, et ainsi de suite. Et donc les plantes qui se nourrissent à partir du bac d'eau sont les plantes qui sont au-dessus. Oui, c'est ça. Et c'est quoi comme plante? Alors là, j'ai beaucoup fait de choses. J'ai fait beaucoup de choses plutôt. Donc j'ai une grosse partie qui est réservée aux fraisiers. L'idée d'être autonome, c'est d'avoir tant des fruits que des légumes. Donc j'ai un bon tiers, enfin j'ai pas encore un tiers, mais je suis en train de les recoloniser. J'ai un bon tiers à terme qui va être dédié qu'aux fraisiers. J'ai fait beaucoup d'aubergines, j'ai fait les concombres, ça marche extrêmement bien. Je pourrais pas te dire exactement combien j'ai récolté, mais on parle plusieurs dizaines de kilos. Sachant que là sur la serre, à date d'aujourd'hui, j'ai dû récolter 233 kilos de les fruits et légumes. Sachant que la serre est lancée, je dirais, à plein régime, c'est-à-dire toutes les tours occupées, occupées au sens étant dans un cycle de rotation de culture, et les bacs également, qu'à partir du mois d'avril-mai. Voilà. Et sachant que, alors j'ai produit quand même de janvier, donc la date où je l'ai eu, à avril-mai, j'avais produit, sauf qu'il y avait tout qui n'était pas occupé. Hein. Et puis à cette période-là, c'est quand même plus des salades ou des radis que tu vas produire. Et pour revenir sur ta question des plantes sur là, donc j'ai fait un peu de tout. J'ai fait des haricots aussi, j'ai pas mal de légumes feuilles,
salade, blettes. Les blettes, ça marche extrêmement bien. Vraiment très très bien. J'ai fait des épinards, j'ai fait de la mâche. La mâche, c'est impressionnant. Mais dans les bacs. Non, tout ça. Là, tout ce que je te donne pour l'instant, ça a été uniquement dans les tours. Les plantes là qu'on voit en haut, là, qui dépassent vraiment, donc tu as un pied de tomate qui vient du bac de perma à gauche, là. Mais sinon, en haut, c'est des pieds d'aubergine qui poussent dans les tours directement. J'ai fait des pastèques. J'ai 2 pieds de pastèques qui ont poussé dedans. J'ai essayé les tomates, mais je les ai plantées un petit peu trop tard. Et en plus, ça a été une période où je suis parti en vacances, donc elles ont un peu trop grandi. Donc ça a été un échec cette année, mais je sais que d'autres personnes en ont fait. Donc j'en referai sûrement l'année prochaine. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? Et j'ai fait du piment. Voilà. Et plus quelques espèces aromatiques comme le thym ou... Et tu as quelle surface au sol de Alors, la serre? j'ai 22 mètres carrés au sol. Ça fait 10 km mètres carrés 10 km mètres carrés, exactement. Ouais. Et dans les estimations un peu que j'ai pu faire, pour ce que... Sachant que c'est une première année, donc si tu veux, l'algo de prédiction, il n'est pas au point. Je pense que je vais arriver vers 300 kg, je pense, à la fin de l'année, en décembre. Waouh. Ok. Voilà, sachant que, et donc du coup, auquel tu rajoutes donc, dans les bacs perma, où j'ai fait des carottes, des betteraves comme tu peux voir là, j'ai fait de la chicorée qui est là, j'ai fait du chou chinois, y a brocoli et chou-fleur et chou cabu qui nous sont faits. D'ailleurs j'ai fait des choux cabu sur les tours, ça a bien marché. J'ai fait des tomates, j'ai eu des très belles récoltes de tomates, courgettes, enfin toute variété de courgettes et courges. Aubergines, ça a fonctionné parce que moi j'ai des aubergines aussi, mais elles sont toutes petites et sous serre aussi, mais j'ai pas le même système, j'ai un tunnel avec une bâche plastique. L'été il fait super chaud. J'ai des problèmes de... Bon ok, la prochaine étape c'est mettre des ombrages, des ombrières. Ouais. Bah écoute, moi, justement la toile d'ombrage, donc là dans le système de la serre, tu as la toile d'ombrage, qui est une option que tu peux avoir en plus. Et tu as également, donc là je montre, là c'est le générateur du petit ventilo 12 volts qui est là-bas. Donc les deux combinés, j'ai pas dépassé les 35 heures. Si il y a peut-être 1 ou 2 fois où j'ai dépassé, mais c'est très très rare. Et même je pense qu'en moyenne, j'ai pas encore tout analysé cette partie-là, mais en moyenne, sur la période d'été, j'arrivais à être 10-15 degrés en dessous de la température de l'air. Donc tu n'as pas eu de problème de fleurs qui ont brûlé avec la chaleur? J'en ai eu un petit peu sur le bac au fond, parce que lui, il était exposé. En fait, justement, là, le sud est vraiment là, donc lui, il était vraiment exposé. Mais dans l'ensemble, ça s'est vraiment bien passé, quoi. Okay. Puis c'est ce que je t'expliquais aussi tout à l'heure off caméra, mais donc les fenêtres s'ouvrent automatiquement grâce à un gaz qui s'expand avec la chaleur. Okay. Du coup, tout ça a permis à pas mal réguler la température. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait venir à cela? C'est ok, tu as ton parcours, mais peut-être qu'il y avait une graine qui t'a amené à ce parcours aussi. Est-ce que c'est ta famille vient du monde agricole peut-être? Alors oui, c'est ce que j'allais dire, c'est plus ou moins, il y a un peu de ça. Mon grand-père était agriculteur, pardon. Mon grand-père était agriculteur, donc ça tout du moins ça donne un avant-goût. Et en grandissant en plus, je me suis vraiment aperçu de la richesse de ce que c'était en fait d'avoir la connaissance de ce milieu-là en fait, du monde paysan. Mon autre grand-père, je pense, est responsable un petit peu du goût scientifique que mes parents ont aussi bien amené. Et puis je pense qu'il y a aussi des choix personnels qui ont fait que j'en suis arrivé là. Mais ça s'est construit un petit peu au fur et à mesure. Pour ce qui est concrètement de l'achat de la serre, qui est quand même un budget, mais que je regrette clairement pas, il faut savoir qu'ici, donc on est en plein lotissement. Oui. D'accord. Si tu veux, la biodiversité ici, il y en a un petit peu. Là, par exemple, au fond, là, c'est des bandes enherbées qui sont quasiment pas tondues, donc il y a un peu de biodiversité, c'est pas le problème. Mais on n'est pas sur quelque chose qui est aussi stable qui me permettrait, par exemple, de faire de la permaculture forêt comestible, par exemple. Pourquoi? Parce que j'ai pas toutes les chaînes de prédateurs. Et par exemple, si je me mets à faire ça, je vais avoir une surabondance de limaces. Je vais avoir une surabondance, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai acheté la serre, d'oiseaux type merle et autres qui vont gratter pour aller récupérer ce qu'il y a dedans, donc comme par exemple les vers de terre et ce genre de choses, et qui vont faire des dégâts horribles sur les cultures. Et ce qui est en gros une des décisions qui m'a amené à acheter la serre,
c'est quand, passé une année complète à jardiner, j'ai récolté, je crois, un pauvre sac de haricots parce que les oiseaux avaient littéralement labouré l'intégralité de mes parcelles. Bah, j'avais besoin d'un système, De protection. au moins ouais, c'est ça, qui me permette de garantir un peu tout ça. Ok. En tout cas, voici le cheminement en tout cas. Et pourquoi chercher ok, c'est une passion de produire sa propre nourriture ou il y a des idées, c'est plus un hobby, mais un hobby qui prend du temps quand même? Ouais. Alors bah du coup, il y a deux questions, deux réponses pour moi dans ce que tu viens de me dire. Il y a la partie, est-ce que c'est un hobby? Oui, très clairement, ça me plaît de le faire. Il y a là le fait d'acheter une serre, le fait de le faire en connecté ou même avec de l'IoT et ce genre de choses. Forcément, il y a un moment, il y a un peu de passion qui vient ou de curiosité. Mais c'est pas que ça. Et justement parce que c'est pas que ça, j'ai aussi fait des systèmes qui me permettent de gagner du temps. Et même encore maintenant, on en parlera un petit peu après si tu veux, mais j'ai pas mal de projets qui sont amenés à essayer de diminuer au maximum le temps que je passe sur ce genre de système et surtout à fiabiliser. Parce que le gros problème quand tu produis ta nourriture, c'est de se dire bah si jamais j'ai un hic, exemple, ça m'est arrivé, même si ça arrive très rarement, problème de coupure d'électricité, pas de la pompe qui fonctionne pas et tu vois tes végétaux dépérir, tu fais bon, alors qu'est-ce qu'on fait là? Les poissons non ça va parce qu'ils sont en système plus fermé eux, donc il faudrait vraiment que la pompe elle reste fermée très longtemps pour qu'il y ait un problème, et sachant qu'ils ont un distributeur de nourriture automatique, donc vraiment eux ils ont... Mais en tout cas ouais, à terme oui ça peut venir. Mais en tout cas tu vois une partie de ta production tomber là, pour le temps du coup que ça me prend, en moyenne il faut compter pour l'intégralité du jardin, il faut compter une vingtaine, trentaine de minutes par jour. C'est tout? Bah, du fait que je suis sur ces systèmes-là, bah déjà tu as très peu de désherbage à faire de ce côté-là. Et là, j'en fais très peu, moi, de manière naturelle. Donc en gros, j'en fais un gros désherbage. Donc là, alors ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais en gros, je laisse très fortement s'exprimer la nature là en ce moment. Ça pousse un peu de partout. Ce qui fait une première levée des graines. Et du coup, arrivé à l'été, je passe un petit coup de binette, très léger. Et je replante en fait là-dessus et je refais du paillage. Et avec ça, bah, je vais pas te dire, il y a un peu de désherbage à droite à gauche, mais c'est... Les 20-30 minutes, c'est pour récolter surtout. Alors oui, alors la récolte se fait vraiment au fur et à mesure. Et c'est un des gros plaisirs, et c'est une des raisons aussi pour laquelle je fais du jardin. Ouais. C'est que ici, c'est mon marché, c'est mon frigo. C'est-à-dire que quand je suis en train de me dire, c'est aussi moi qui fais à manger dans notre famille, quand je me dis, ok, qu'est-ce que je vais faire à manger aujourd'hui? Petite balade dans la serre, petite balade dans le jardin, je récupère à droite, à gauche, hop, et après je vais cuisiner. Et ça, c'est un gros plaisir. Tu vois? C'est génial. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Tu vois, commencer, tu récoltes, tu dis, ah bah tiens, on va faire de la chayote aujourd'hui, donc hop, je récupère ça. Ah, je dis, tiens, le basilic, là, il est bien bon, hop, je vais mettre ça, on va faire ça. Et c'est comme ça que je compose généralement mes recettes. Et une des raisons pour lesquelles j'essaye d'être à ce niveau de productivité, parce qu'en soi, on peut très bien avoir, je pense que tout le monde peut très bien avoir un bout de jardin et autres. Il y a deux convictions que j'ai. Il y a une première qui est plus d'ordre vraiment très très personnel, qui est au moins je suis vraiment sûr de ce que je mets dans l'assiette, et notamment de mes enfants, mais aussi de moi, et de ma famille en tout cas. Et il y a une autre conviction, qui est vraiment la partie, comment dirais-je, l'autre conviction que j'ai, c'est la partie que l'agriculture de manière générale est vraiment confrontée à de nouveaux changements et à des choses auxquelles on n'a pas encore été confronté, hein. Typiquement l'occupation des surfaces. Là, on en parle beaucoup aussi en ce moment. Et je me dis que pouvoir produire moi-même une partie de ma nourriture, même si c'est pas toujours 100%, même si je m'y approche, mais voilà, même s'il y a des choses que je vais acheter parce que je les produis pas chez moi, c'est quand même, je trouve que c'est intéressant, tu vois. Et même, tu vois, tout le monde n'est pas obligé de mettre le prix dans une serre comme ça, mais avoir une serre comme ça, c'est 22 mètres carrés, c'est 10%, 15% d'un jardin en Bretagne, tu vois, et tu produis peut-être, allez, on va être très pessimiste, tu produis 60% de ta consommation. Là, c'est 60% de moins que les agriculteurs vont avoir sur la pression.
on n'est pas des agriculteurs quand on fait ça, tu vois. On n'a pas pour vocation de remplir leur job. Sauf que les agriculteurs, quand tu regardes, qu'est-ce que maintenant ils doivent te produire à manger? Ils doivent produire à manger pour l'alimentation animale. Donc ça c'est encore un autre sujet, mais mine de rien, ils l'ont quand même. Tu as de plus en plus tout ce qui est bioéthanol, ce genre de choses qui prennent des places. Là maintenant, on en vient, je regardais un petit peu sur tout ce qui est pelé et autres, ils produisent une partie, mine de rien. Mais si tu veux, t'as quand même de plus en plus d'occupation des sols sur un territoire qui en plus de soi bouge pas, voire même diminue, parce qu'on a quand même si on est sur une notion de zéro artificialisation nette, bon, c'est pas toujours encore parfaitement... Puis après, il y a aussi, éventuellement, on parle d'appauvrissement des sols. Alors ça, c'est un autre sujet, ouais. C'est un autre sujet, mais ouais, je suis d'accord. Si à surface égale, les rendements baissent, en tout cas, cette année, avec les sécheresses, ouais, tout à fait. Les rendements ont baissé. Voilà, il y a forcément moins de production, et vu qu'il y a une demande qui est encore plus forte parce qu'il y a des nouveaux produits liés à l'énergie en particulier, mais après il faut aussi de l'énergie pour faire de l'énergie, donc après on court, c'est le serpent qui se mord la queue, mais après il faut voir le bilan global, mais ça c'est un autre sujet. Ouais. Je sais que pour parler de MyFood, très clairement, il y a sûrement d'autres solutions, mais en tout cas je vais parler de ce que je connais. Je sais qu'ils ont fait un bilan justement autour de tout ça, du carbone, de l'énergie, et de ce que je retiens, c'est que c'est assez positif d'avoir ça. Parce que le gros avantage niveau énergie, d'avoir sa propre production, je dirais à littéralement deux pas de sa porte, c'est que le transport, tu l'enlèves de l'équation, quoi. Enfin, si, la production de CO2 que je vais faire, mais bon, je suis pas sûr que... Qu'est-ce qu'il y a comme énergie? Il y a la pompe, il y a le bulleur, c'est ça que tu dis? Il y a la pompe et le bulleur. Et le ventilo, de temps en temps, ponctuellement, donc surtout en été. Et ce que tu disais, c'est que la consommation annuelle, c'est ouais, moins que ta cafetière. Ouais, c'est ça. Donc c'est raisonnable. Et pourtant, je suis un gros consommateur, et même si je suis un gros consommateur de café, ça va encore. Donc ça reste raisonnable. Et ok. Et même, là c'est pour le coup, c'est vraiment axé sur la société. Tu vois, la notion transfert de données hautes, ils font vraiment attention. Quand moi j'ai acheté la serre il y a un an, ils se devaient avoir pas loin de 500 utilisateurs et ils avaient moins de 5 gigaoctets de données transférées. Donc ça veut dire que c'est très peu d'énergie finalement allouée à la transfert du système IoT qui me permet de piloter donc, la partie humidité. Il y a des données qui partent de ta serre vers MyFood, c'est ça? Ouais, exactement. Et donc toi tu as des infos qui viennent de chez eux pour... C'est ça. C'est quoi? C'est des aides ou Alors c'est vraiment des aides, moi j'y vais pas tous les jours dessus, mais quand je suis en vacances, tu vois, ça me permet de me dire tiens, la serre elle est connectée, il n'y a pas de souci. Mais en gros c'est température dans la serre, température dans l'eau, pH de l'eau, qui est une donnée très importante quand tu fais de l'aquaponie, déjà pour la santé des plantes et des poissons. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'humidité dans la serre. C'est un des facteurs d'ailleurs qui me fait allumer ou pas le ventilateur. Et tu as quelques informations qui sont par des stations météo environnantes. Tu as quelques informations de température et humidité extérieure. Globalement, voilà. Et en fait, tout ça, tant que tu le reçois correctement, tu sais que ta serre se porte bien. Et puis moi, j'ai des amis où ils ont les clés de la maison et si vraiment il y a un souci, je l'envoie. Mais ça me permet, tu vois, de partir de 3 semaines sans problème et d'être à peu près serein sans souci. Et alors là, c'est une question plus théorique, mais en plus, tu baignes dedans, donc peut-être que tu vas pouvoir me donner des réponses. Est-ce que tu vois des liens, parce que tu as un profil d'ingénieur, donc un profil scientifique. J'essaye un peu. Effectivement, la serre est extrêmement scientifique parce qu'elle est connectée, il y a plein de capteurs, il y a de l'analyse, il y a du transfert de données dans les deux sens. Est-ce que, donc là clairement, mais est-ce que par exemple si tu bossais chez Capgemini avant, est-ce que tu vois des liens entre ce monde, le monde de l'agro ou du jardinage, est-ce que tu vois des passerelles ou des parallèles
entre le monde de l'informatique et le monde de l'agro. C'est purement théorique, mis à part du métier, parce que si on travaille pour des agriculteurs, forcément il y a un lien. Mais si on ne travaille pas pour des agriculteurs, est-ce que des fois on peut faire des analogies ou est-ce que ça peut être à titre perso un besoin de sortir de son PC pour... voilà, je pense que le besoin de sortir de son PC, il peut toujours être exprimé par un développeur ou par n'importe quelle personne qui reste, si tu veux, sur un PC à longueur de journée pour son travail, ça je pense. Hein. Après, pour répondre à ta question plus directement, oui, très clairement, l'agriculture et le numérique, c'est quelque chose qui a vocation à être, je pense, et qui même est déjà en fait d'actualité. J'en veux la preuve pour la PAC 2023 telle qu'elle va être, avec le monitoring par imagerie satellitaire. J'en veux pour preuve des projets perso. Mais en gros, pour te parler un peu des projets plus perso, qui sont perso, mais qui pourraient totalement s'appliquer à beaucoup plus grande échelle, alors nécessairement en étant adapté et autres, hein, j'ai pas l'ambition de faire ce genre de choses, mais pour avoir les rendements les plus importants sur les surfaces les plus petites, je suis en train de construire des algorithmes génétiques. C'est des algos, là c'est du full numérique, qui sont basés sur des théories d'évolution darwinienne et autres de sélection. Mais je suis en train d'utiliser ces algorithmes-là pour optimiser le placement des plantes par rapport aux ressources qu'elles captent et par rapport aux ressources qu'elles donnent. Et l'espace qu'elles prennent. Donc en faisant ça, que je couple également avec un algo qui est plus basé sur la nutrition des besoins d'un humain au cours de l'année, qui est plus trivial, celui-là il est plus simple. Mais les deux couplés en fait me permettent du coup d'avoir la meilleure assiette possible en temps réel de prête. Voilà. Mais ça, tu vois, typiquement, tu l'appliques à une échelle plus large de l'occupation de ton territoire agricole en tant que préfet ou même en tant qu'agriculteur, même si les agriculteurs ont généralement une bonne expérience par rapport à ça. Mais au vu de toutes les complexités qu'on a parlé, notamment au niveau de l'occupation des sols, c'est un algo qui peut être un vrai intérêt. Donc il y a ça, là c'est des exemples, mais tu vois très concrètement, d'ailleurs je t'invite à lire le livre blanc de l'INRIGA qui s'appelle Agriculture et numérique, qui est assez bien fait. Mais en tout cas voilà, très clairement tu as une vraie passerelle, hein, d'ailleurs c'en est mon métier, hein. Moi je suis data scientist comme je l'ai dit, un développeur orienté sur l'analyse de données, mais je suis data scientist spécialisé dans l'environnement agricole, tu vois. Les données agricoles. Ok. Parce qu'effectivement, en fait, 22 mètres carrés de serre, c'est même leur discours, ça nourrit 4 personnes pour l'année. Oui, alors moi je serais un peu plus mitigé, mais forcément entre pas complètement, mais... C'est ça. Mais par contre très clairement t'en as toute l'année. Là tu vois la preuve, on a une période où là le jardin là, il est cette partie là, hormis la chayotte, t'as plus grand chose à récolter, c'est plus des choses qui vont être en attente. Et cette partie là où il y a très clairement tu vois les choux, tu vois la différence des choux, hein, ils ont été plantés en même temps. Je récolte encore des choses dedans. Parce que moi j'ai une serre, c'est un tunnel. Je fais que des tomates, donc il n'y a pas vraiment de... Enfin, je fais des tomates et des poivrons et des piments. Il n'y a pas une grande diversité, mais je suis pas à 10 kg par mètre carré. Hein. Je suis même très très loin. Après pour le coup, là 10 kg au mètre carré, je pense qu'il y a l'aquaponie qui est pas mal, parce que je crois qu'elle occupe, si je ne dis pas de bêtises, 8 mètres carrés. Ouais. Et chaque culture, chaque tube là qu'on peut voir, c'est 1,50 m ou 2 mètres, je sais plus, j'ai un doute, linéaire. Ça doit être 1,50 m, c'est plus petit que moi donc ça doit être 1,50 m de mètres linéaires que tu peux planter. Sachant que tu es en aquaponie, donc tu es sur un système qui est beaucoup plus riche en termes de nutriments que le sol, et surtout qui n'a pas de ce qu'on appelle de stratification de la ressource, qui est en gros on maximise le potentiel des plantes dans ces systèmes là. Donc ça va, les cultures vont un peu plus vite. De ce que j'ai remarqué, en tout cas en analysant un peu les données, parce que jusqu'à maintenant,
je vais sûrement arrêter parce que ça me prend du temps, mais je mesurais l'intégralité des fruits et légumes produits dans la serre et dans le jardin traditionnel, je m'en servais pour faire un comparatif. Et les poissons, c'est des poissons rouges. Pour l'instant, c'est les poissons rouges. C'est pour ça que c'est des poissons rouges. C'est-à-dire que mine de rien, ça reste des êtres vivants au sens animal. Personnellement, je voulais pas acheter des poissons pour les retrouver crevés. Des truites, par exemple. Ouais, c'est ça. Ou à cause de la chaleur, ou parce que j'y connais rien au début. Tu vois. Ouais. Je me suis lancé dans l'aventure aquaponie. J'y connaissais rien, très clairement. Donc je préférais avoir l'espèce animale qui est robuste, qui va peut-être tolérer un petit peu mes erreurs sans pourtant en mourir. Pour le coup, ça semble plutôt très bien se passer au vu de la taille des poissons et leur vitesse de grossissement. Les poissons rouges ne mangent pas de larves de moustiques, par exemple? Je sais pas, j'en ai jamais eu donc je peux pas te dire. Je crois que si, mais c'est un peu omnivore, hein, le poisson rouge, ça mange un peu de tout. MyFood fait des graines qui sont à base d'insectes, donc je pense que si, ça doit être assez omnivore. Ouais, en fait, tu appliques vraiment ton métier totalement à ce que tu fais, quoi. C'est même les deux sont liés. Ouais, tout à fait. Les deux sont liés. Après, c'est même une des formations. Parce que je pense pas que tous les data scientists le font à ce point-là. Là, tu vois, j'en suis à peser, j'en suis quand même à peser mes légumes, même mes fraises, et à compter le nombre de fraises que j'ai eu entre un système. À chaque fois que je les ai fait. Donc là, je vais finir pour la fin de l'année pour avoir une année de culture complète. Je pense qu'après, j'arrêterai parce que ça me prend quand même pas mal de temps. Mais tu vois, par exemple, des résultats qui sont intéressants. L'aquaponie en masse, donc c'est-à-dire en poids de légumes produits, tu produis plus. Tu produis plus vite. Par contre, hors quelques cas comme les concombres, généralement les fruits sont un peu plus petits. En tout cas, c'est très très vrai pour les fraises et ça a été très très vrai pour les piments. Okay. Je crois qu'il me reste quelques pieds, si tu veux, on pourra faire quelques plans vidéo si tu veux pour que tu puisses voir. Et il me reste encore quelques pieds de piment, la même variété que celle qui est plantée là. Et tu vois très clairement la différence de taille. J'ai pas vu de différence notable en goût. Je suis capable de différencier en gros un petit peu à l'œil, je suis capable de différencier en aveugle l'aquaponie de ce qui est produit en pleine terre, mais les deux sont très bons. Tu vois, il n'y a pas de là. Et dans la majorité des gens que j'ai fait en test à l'aveugle, quasiment personne n'est capable de détecter l'origine. Ouais. Il n'y a pas de goût de poisson. Ah, clairement, en tout cas, clairement pas. Alors, j'ai vu une expérience qui a été faite, là, je crois que c'était sur des crevettes, et où là, pour le coup, le goût est plus fort, et tu le retrouves dans certains légumes comme les tomates ou les courgettes qui sont vraiment blindés d'eau. Mais pour mon cas, les concombres étaient délicieux, par exemple. Et avant de commencer la vidéo, tu avais parlé de mettre des bacs supplémentaires à l'extérieur. Oui, alors un avantage de MyFood, c'est que c'est extrêmement modulaire. C'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, j'ai pas de panneaux solaires, je pourrais rajouter des panneaux solaires et avoir une certaine autonomie en énergie. Oui. Moi, je l'ai pas fait. Autonomie en énergie pour la serre. Pour la serre. Je l'ai pas fait pour différentes raisons. Tu peux rajouter aussi de l'autre côté, donc, quand il pleut forcément tu as de l'eau qui ruisselle sur les parois et tu peux récupérer l'eau dans des bacs. Donc moi je vais rajouter des bacs et ce que j'aimerais c'est percer les parois en verre de ces côtés-là et avec un système de Raspberry d'humidité du sol, de détecteur d'humidité du sol et d'électrovannes, de pouvoir piloter l'arrosage en fonction des besoins, bac par bac, parce que chacun des bacs a une réserve d'eau. Et tu peux mettre des gouttières sur les bords? Elles sont déjà installées en fait. De base, nativement sur la serre, tu as des gouttières, alors elles sont toutes petites mais elles fonctionnent très bien. Et donc tu peux récupérer l'eau de ces gouttières? Exactement là. Sachant que personnellement je récupère déjà de l'eau de pluie. L'intégralité de ma maison est basée sur l'eau de pluie. Il y a un réservoir dans le sous-sol il fait 6000 litres. Oui, c'est ça, 6000 litres. C'est toi qui l'as installé ou... Ouais, c'est moi qui l'ai installé. D'accord. Vide, ça va, ça se transporte encore à peu près la cuve. Ouais. Plein, une fois plein, ça bouge plus. Mais ouais, j'ai fait ça. J'ai posé aussi tout le système d'électrovannes et autres qui me permet de piloter. Et quand il n'y a plus, c'est de l'eau du réseau qui tourne. Okay. Donc voilà. Ok. Notamment l'eau de nos toilettes, pour passer des choses pas tout à fait ragoûtantes, mais utiles. L'eau de mes toilettes, c'est l'eau de pluie qui est utilisée.
Ouais, j'ai vu que tu faisais des travaux dans ta maison. Ouais, il y a un peu de travaux. C'est Ouais. vous qui les faites vous-même? Ouais, quasiment tout. Pas tout, Donc mais. la conception, ton épouse est ébéniste, c'est ça? Parce Oui. que, il n'y a aucun rapport avec la plomberie, mais des fois... Non, non, bah, on réfléchit pas mal et dessine aussi pas mal du coup les plans qu'on fait avant de faire. La pose de la cuisine, par exemple, c'est nous qui l'avons réfléchi. Ok. Et puis, de temps en temps, j'essaye de faire tourner 2-3 algos, voir si je peux pas optimiser 2-3 trucs. Voilà. Ok, donc au niveau de l'eau, vous avez une double canalisation. Ouais, c'est ça. Tout par contre, tu es obligé de tout doubler parce que bah, tu peux pas mettre en place de l'eau juste filtrée, même si elle est très filtrée, juste filtrée et de l'eau potable, quoi. Et puis elle n'est pas considérée comme potable. Donc, bah, ouais, de toute façon, je pense qu'en charge bactérienne, elle doit pas l'être en fait, réellement. Ouais, et puis l'eau de pluie, elle est. Il manque des minéraux aussi. Ouais, donc, c'est quasiment comme de l'eau osmosée. Donc, Ok. Et tu as une vision à. Je sais pas, bon là ça fait à peine un an qu'elle est là. Tu as une vision à 5 ans? Vous êtes encore là, vous êtes encore ici dans 5 ans? En tout cas, on n'a pas de projet. Mais... et quel serait le prochain projet? Parce que là, il y a déjà une cuve. Ouais. Une cuve. Vous êtes là depuis combien de temps? De 3 ans. Donc, ok, la cuve est peut-être arrivée. Bah, en fait, quand on est arrivé, on a cassé pas mal de choses. Du coup, on a fait les travaux et la cuve est arrivée quasiment au début parce que on trouvait idiot en fait d'aller aux toilettes dans de l'eau potable. C'est sûr. Enfin, sur le principe, tu vois. Même si dans notre façon de voyager en van, on a des toilettes sèches, on se voyait pas dans la vie de tous les jours utiliser ce moyen-là, malgré le fait que ma femme produise du coup pas mal de copeaux. Donc du coup, on trouvait l'idée d'utiliser de l'eau de récupération plutôt intéressante. Ok. Et vous avez d'autres projets liés à l'économie de l'eau, de l'énergie? Là, d'un point de vue très financier, je regarderais pour peut-être à rajouter des panneaux solaires sur la serre pour vraiment que cette partie-là soit autonome, full autonome. On a fait, ce que j'ai pas dit, mais on a fait beaucoup de travaux d'isolation. Ça n'a rien à voir avec le métier, de développeur, mais c'est important. Là, c'était de la laine de roche, et c'est parce que c'est la partie qu'on n'a pas faite nous, donc ça a été plus traditionnel dans l'usage. Mais c'est de la laine de roche. C'est pas du bois. C'est pas du bois. On aurait pu faire de la. Je crois qu'il y a de la ouate maintenant de bois qui est utilisé, ce genre de choses. Il y a des produits qui sont plus des dérivés de bois, en tout cas. On regarde aussi pour potentiellement, c'est plus à long terme, mais pour construire nous-mêmes notre maison à terme en chanvre et argile. Ah oui. On aime bien le principe de maison un peu dôme. Bon, ça c'est des projets plutôt sur des très long terme. Sinon, j'ai plein de petits projets. Tu vois, j'essaye de construire une éolienne moi-même. Vraiment moi-même de A à Z, donc par l'impression 3D, parce que j'ai la chance, la possibilité d'avoir une imprimante 3D. Bon, très clairement, ça va me coûter plus cher que si j'achète les éoliennes déjà faites. Hein. Le seul avantage que je vois, c'est que je vais comprendre de A à Z comment fonctionne une éolienne. Et je trouve que c'est intéressant. Donc, tout début qu'on discutait ensemble, je t'avais parlé d'un rover que je suis type Curiosity, qui est donc en pièces détachées. Moi, je les avais ramenés, mais au final, je les ai pas mis à l'écran. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai imprimé. Là, maintenant, j'ai fait toute la partie software. Et il me reste maintenant la partie plus pécuniaire, on va dire ça, l'achat des moteurs et ce genre de choses. Quel est l'objectif de ce robot? Alors le robot, typiquement, c'est pour encore gagner en autonomie sur le jardin et aussi gagner en temps. Okay. Pourquoi? Le robot, il va être doté d'une petite caméra, il va être capable de détecter, tiens, t'as tel chou-fleur qui est attaqué, tiens, t'as telle tomate qui est prête, qui est mûre. Voilà, c'est pour faire ce genre de choses. Et potentiellement, parce que tu peux pas mettre des capteurs d'humidité partout. Il y a un moment, il y a un problème de câble. Pour moi, il y a aussi un problème de ressources électroniques, c'est-à-dire que ça coûte quand même d'un point de vue environnemental, c'est quand même non négligeable. Donc limiter leur usage et autres, ça me semble pas mal. Et du coup, avoir un capteur qui peut se balader et te faire ta cartographie, tu vois, sans en avoir 12 qui sont prêts, je trouvais ça intéressant. Et pourquoi j'ai pris le modèle rover, en dehors du fait que je trouve c'est rigolo de reproduire un robot de la NASA, il est surtout optimisé pour rouler sur des surfaces, tu vois, comme là, pas droite. Et donc c'est typiquement adapté en fait pour mon jardin qui est pas... Un robot qui prend en compte les obstacles. Ouais, c'est ça. Ok, bon. Un petit mot de la fin. En tout cas, merci pour ce temps. C'est vraiment super intéressant. Bah ouais. Parce que voilà, c'est un sujet
beaucoup de gens dans le monde de la tech sont intéressés par le sujet, mais beaucoup sont débutants, ont peu de connaissances, peu de compétences. Mais néanmoins, certains ont du temps, mais il y a tout à apprendre, tout à essayer, parce que moi je fais de l'apiculture depuis quelques années. Quand tu regardes une information, bah, tu trouves exactement le contraire bah ça, quelqu'un d'autre. ça c'est sûr et certain. Laquelle est la bonne, et en fait les deux sont bonnes, mais ça dépend. Bah c'est ouais. C'est énormément dépendant du contexte, de toi aussi comment tu le produis. Voilà, et avoir des retours d'expérience par exemple la chayotte, je connaissais pas, plante exotique qui produit autant en Bretagne. Honnêtement, je l'ai planté parce que je l'ai trouvé un jour au supermarché et que j'en avais entendu parler juste avant. Je me suis dit, bah tiens, je vais la mettre en sol. Voilà. En plus, le goût est pas mauvais, donc c'est d'autant mieux. Et puis je dis, bon, bah, on verra. J'ai un trou là dans le jardin où je savais pas trop quoi planter. J'ai mis ça là, et puis bah, tu vois ce que ça a donné. Hein. Et ça, tu récupères un noyau, tu le plantes et ça repart. Ah non, tu mets ça directement en terre. Tu la laisses, alors faut la laisser, il y a des milliers de tutos sur YouTube, Okay. mais en gros tu la laisses légèrement germer, il y a une petite racine qui sort à cet endroit là, tu la mets comme ça et puis après il y a des racines, il y a des lianes qui sortent. Et puis tu la replantes c'est ça. La première année il faut le faire en janvier-février à peu près, donc c'est plutôt en intérieur, dans un bac, tu laisses ça un peu au chaud. Et après tu la mets dans une serre ou dans un endroit pour l'acclimater courant avril. Et après tu la plantes en pleine terre. Et après tu la protèges l'hiver, quoi, et ça marche très bien. Est-ce que... Et tu vois, même si je la protège pas l'hiver, imaginons qu'elle crève là complètement cette année, ça reste rentable parce que bah, en fait ça se conserve. L'autre avantage c'est que ça se conserve très longtemps. Ça va faire tout l'hiver sans problème. Ok. Donc voilà. Mais des plantes comme ça, ouais, c'est impressionnant parce que tout ça à partir d'un seul plant, avoir autant de fruits. Bah ouais. Et des gros. Ouais, bah je suis là. Bon, là, c'est pas les plus gros que j'ai récupérés, mais même déjà ceux-là, t'as de quoi manger pour 4-5 personnes dessus, là, tu vois. Okay. Bon, après, tu rajoutes une petite portion de riz et voilà, mais sinon, en tout cas, ça marche bien, quoi. Ok, bon, bah, on peut peut-être arrêter là. Juste si pour le mot de la fin, tu disais du mot de la fin, tu parlais un petit peu des techs qui veulent se mettre à la grille ou ce genre de choses. Moi je parlerais aussi de l'inverse, c'est-à-dire que des gens qui ont déjà la main dans le potager ou autre, qui veulent se mettre à la tech, c'est pas insurmontable je pense. Et je pense que de manière générale, il faut vraiment oser, on va dire ça comme ça. Il y a des tutos partout, il y a manière de faire partout. Et il y a plein de gens qui sont pas forcément de la tech pure et qui pourraient le faire sans aucun problème. Qu'est-ce que tu entends par du monde de l'agri ? Bah, ça peut être des agriculteurs, alors qui eux en plus de ça font généralement un peu de tech dans le sens dans leur machine, mais qui peuvent le faire par eux-mêmes. Je veux dire, ça peut être aussi même un jardinier, ça peut être, pourquoi pas le cantonnier qui fait du désherbage et autres et qui a envie de tester d'autres manières. Tu vois, il y a plein de choses, il y a plein de tutos, il y a plein d'explications. On est dans un monde où il y a plein de problèmes. C'est sûr et certain, personne ne sera là pour dire le contraire, mais il y a aussi plein de choses, tu vois, qui sont mises à disposition et ouvertes partout. Oui. Et donc les solutions, elles sont sûrement présentes, il n'y en a pas une, il y en a plein, mais voilà, il suffit juste de creuser un peu et je trouve ça intéressant. Il y a de nombreux axes d'amélioration. Ouais, c'est ça. Et puis potentiellement, t'as des pistes qui sont un peu partout, tu vas renseigner un peu partout. J'espère que cette interview avec Kevin vous a plu. Il nous a parlé de son expérience de production alimentaire. Pour cette première année, sous serre, il arrive à produire 10 kg par mètre carré de légumes, des choux, des salades, des épinards, des fraises, etc. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, ce qu'ont fait Kevin et son épouse sont accessibles pour nous tous. C'est une véritable source d'inspiration pour les techs qui veulent se mettre à produire leurs propres aliments et pour les non-techs qui veulent se mettre à construire des systèmes intelligents pour les aider dans leur quotidien. Merci Kevin.